Chères femmes expatriées, re-bonjour et bonjour à vous aussi tous qui êtes les amis des femmes expatriées et qui s'intéressaient à elles en cette journée internationale des droits des femmes. À 14h tout à l'heure, on a parlé sécurité financière pour les femmes en expatriation, un sujet crucial. On a vu que sécurité financière était liée à sécurité tout seul et que finalement l'argent était le premier des vecteurs de violence ou de sécurité. On a vu l'importance de consolider les statuts et les parcours aussi bien sur le plan santé, juridique et financier, aussi bien quand on part dans un couple en tant que femme conjoint, ce qui est le cas souvent, mais que femme collaboratrice aussi, ou tout autant quand on est célibataire ou aventurière ou retraitée. On parle aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes, donc on parle pour toutes les femmes qui vivent à l'étranger. Deuxième volet de cette série sur l'indépendance financière des femmes expatriées, on ne peut pas parler finance sans parler immobilier. Alors on va creuser ce deuxième aspect avec un panel d'expertes et vous allez retrouver cette même énergie, cette même conviction. C'est beau cette journée internationale des droits des femmes parce que finalement, on est très heureuse de te retrouver entre femmes. Alors là, on peut accueillir nos deux intervenantes. Mesdames, je suis ravie de vous rencontrer. Et amis expatriés, je vous présente Christine Thomas-David, qui est la présidente de Notaires au féminin, donc une association, et qui est aussi présidente des notaires de Paris. Donc Christine, bonjour. Bienvenue. Bonjour, moi c'est Barbara. Et c'est Christine. La journée est longue. Depuis un moment, je me disais, Barbara Thomas-David me regarde avec un air hyper bizarre. C'est normal, je dis n'importe quoi. Donc pardon. Donc je vous présente Barbara Thomas-David, voilà, qui est donc notaire. À la fois, et qui n'arrête pas, c'est une grande journée pour vous aujourd'hui, oui, hein, Barbara, oui. Vous courez partout parce que les femmes pour vous, parce que comme vous êtes présidente et fondatrice de l'association Notaires au féminin, et en plus que vous avez des responsables au niveau des notaires de Paris, c'est votre journée là. En fait, c'est la journée des droits des femmes et c'est vrai que les notaires, ils interviennent au quotidien pour l'indépendance économique et financière des femmes. Donc, on essaye pendant cette journée des droits des femmes, de gagner en visibilité pour faire comprendre aux femmes, expatriées ou non, mais que l'anticipation, c'est la meilleure des choses pour justement avoir une bonne indépendance économique et qu'il faut passer la porte d'une étude de notaire. Bon, bah c'est génial, vous avez déjà le mot de la fin en fait. Hein. Je crois que vous avez compris l'essentiel. Anticipation, on va en reparler et on va en parler aussi avec vous, Christine Colombel-Pelouse, et non pas Barbara. Voilà. Christine, vous êtes CEO de Home Like Home. Home Like Home, je pense que beaucoup des auditeurs de Femmes Expat connaissent parce qu'on en parle souvent, mais pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, parce que c'est une journée spéciale, je pense que ça serait important de rappeler ce que c'est que Home Like Home. Alors Home Like Home, en fait, c'est une société de chasse immobilière. Donc le métier, c'est le même qu'un chasseur de tête, sauf qu'au lieu de chasser des hommes, on chasse des appartements. Et la deuxième, Home Like Home existe depuis 20 ans et l'autre spécificité, c'est que j'ai créé aussi la Fédération des chasseurs immobiliers, donc qui regroupe les principaux cabinets de chasse au niveau national. Donc on en profite pour saluer tous les chasseurs immobiliers et les chasseuses immobiliers de France, c'est ça? Exactement, parce que moi j'ai une équipe féminine. Génial, et ben elles sont aussi très performantes. Et quitte à bien comprendre ce que font les uns et les autres, Barbara, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Notaires au féminin? À quoi ça sert d'avoir cette structure et surtout comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors, moi j'ai prêté serment il y a de ça 20 ans. À l'époque, il y avait 10% de femmes notaires. Aujourd'hui, on a passé la parité, on est à plus de 50% de femmes notaires et il n'y avait pas d'association de femmes notaires. Donc, il y a 4 ans, je me suis dit, il faut qu'on crée une association pour une cohésion professionnelle entre femmes notaires, pour justement mettre toutes ces femmes notaires dans la lumière. Pourquoi? Parce que souvent, en face d'une femme notaire, il y a une cliente qui a envie de parler aussi à une femme parce que justement, elle se sent plus en confiance. Donc, je ne dis pas que le prisme féminin n'est pas un bon prisme, mais la profession véhicule encore une image
très masculine. Et l'idée, c'était un peu de dépoussiérer l'image du notaire et que justement, en démocratisant la chose, en faisant comprendre à toutes ces femmes qu'elles peuvent aussi parler à une autre femme. C'est vrai, c'est bien de pouvoir parler à un homme, mais c'est bien de pouvoir aussi parler à une femme. Eh bien, en leur disant, venez nous voir, on va démystifier les choses et on va essayer d'analyser ensemble votre patrimoine immobilier et pourquoi pas votre patrimoine de futures femmes expatriées, parce que l'anticipation, elle est ultra importante et elle est encore plus importante lorsqu'on s'expatrie. Dépoussiérer l'image des notaires, je crois que ça résume bien ce que vous faites, Barbara. Alors, avant de commencer, je vais me présenter moi aussi finalement, parce qu'il y a souvent des questions en disant mais Alix Carnot, directrice associée d'Expat Communication, mais c'est Femmes Expat qui parlent et puis on parle aux femmes expat. Quel est le rapport ? C'est que derrière Femmes Expat, il y a une société qui édite le site et les réseaux Femmes Expat et c'est Expat Communication. Donc c'est pour ça que j'interviens en tant qu'Expat Communication. Alors pour introduire ce webinaire, ce que je vous présente, c'est de partir de chiffres. C'est les chiffres qu'on a présentés tout à l'heure quand on a parlé sécurité financière, mais comme il y en a parmi vous qui n'étaient pas là, je pense que c'est intéressant de les rappeler. Fonctionnement de ce très joli diagramme, c'est dans les cadres roses, vous avez ce que disent les femmes. Dans les cadres bleus, vous avez ce que disent les hommes. Dans les rectangles bleus, c'est ce qu'on dit que font les hommes. Et ce que dans les rectangles roses, ce qu'on dit que font les femmes, les violets, c'est ce qu'ils font ensemble, en couple. Ça, c'est issu d'une enquête. Donc chez Expat Communication, on a un baromètre Expat Communication, on édite 4 fois par an les chiffres essentiels sur la mobilité internationale. Et en 2023, on s'est intéressé à la charge mentale au sein du couple expatrié. Donc on s'est bien amusé. Et là, j'ai tiré pour vous les chiffres qui concernent l'aspect financier et notamment la gestion immobilière. Et ça, je suis sûre que vous aurez une vision plus fine pour nous expliquer comment interpréter ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, si jamais on demande aux femmes qui s'occupent des questions immobilières chez eux, dans leur couple, elles nous disent 37% c'est nous deux. Quand c'est qu'un des deux, à presque 30% c'est lui et à 20% c'est elle, enfin c'est moi. Quand on demande à ces messieurs, c'est la façon dont ça se passe, donc a priori c'est quand même un peu les mêmes couples, donc les écarts sont assez étonnants, à 43% c'est eux et à 8% c'est elle. Donc voilà, c'était important d'avoir ce décalage de perception parce qu'on voit que dans cet enjeu, il y a des enjeux certainement d'ego et d'ego EGO justement, et pas EGAUX, mais il y a aussi peut-être des enjeux de pouvoir et qui vont être importants à décortiquer. Je passe sur la suite qui est du même acabit. Vous voyez maintenant que vous avez les codes pour décortiquer ces chiffres qu'on peut peut-être remettre à l'écran, que l'unique moment où les femmes ont l'impression vraiment de s'occuper prioritairement d'un sujet financier, c'est sur les remboursements sécu. Je jette un voile pudique sur ces résultats. Et donc, on a dit tout à l'heure, et c'était grâce à une des questions des intervenantes qui disait, bon voilà, moi j'ai des gros trous dans ma retraite, dans ma future retraite. Est-ce que ça vaut encore le coup pour moi de cotiser pour combler ces trous ? Est-ce que plutôt il ne vaudrait pas mieux d'autres stratégies ? Et la réponse du panel, ça a été de dire, il faudrait peut-être aussi penser à l'immobilier. C'est une bonne façon de se créer une retraite quand on n'en a pas et que c'est peut-être un peu tard. Est-ce que c'est ça le principal enjeu de l'immobilier pour les femmes, Christine Peloz? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y en a d'autres en fait parce que souvent, quand on achète et qu'on est en expatriation, la première chose, c'est en fait acheter sa résidence principale parce qu'en fait, c'est sécuriser son retour. On peut avoir un retour qui est très rapide et l'idée, c'est de se retrouver dans un appartement familial, avoir un nid en fait, avoir un socle, avoir sécurisé le retour d'expatriation. Ça, c'est le premier. Alors après, ça peut être
aussi bien une résidence principale à Paris, ça peut être une maison en Bretagne. En tout cas, il faut que ça soit un lieu où toute la famille puisse se retrouver. La deuxième chose qu'on peut aussi conseiller, c'est surtout de faire de l'investissement locatif. Alors l'investissement locatif, donc ça c'est plus en termes de rendement en fait, c'est se constituer un rendement et des revenus locatifs qui seront soit de l'investissement locatif classique, soit à travers la colocation et le co-living qui est encore assez peu connu mais qui a le vent en poupe et qui va vraiment exploser, notamment dans certaines régions comme la Bretagne, la Normandie et les petites villes de province. Donc en fait, soit on envisage l'immobilier comme voilà, la résidence principale, mais qui peut être aussi mise en location en attendant le retour d'expatriation, soit un investissement pur, un investissement locatif qui lui sera mis tout de suite en location. L'autre chose qui est importante en fait pour les expatriés, c'est qu'en fait on se rend compte que souvent les enfants reviennent faire leurs études en France. Donc en fait, l'investissement locatif, ça peut être à la fois un appartement qui serve de pied-à-terre, mais aussi qui serve pour le logement des des enfants qui vont revenir faire leurs études en France à l'horizon, je ne sais pas, dans 3 ou 4 ans. Donc c'est vraiment une stratégie différente, mais qui peut se faire partout en France. Donc en fait, on parle de logique financière, c'est une logique de vie là. C'est pour moi et pour mes vieux jours, et c'est pour moi et pour avoir une retraite, et c'est pour mes enfants étudiants. Finalement, c'est tout mon projet de vie qui est accompagné par de l'immobilier. Exactement, parce que avoir une résidence, en fait, avoir un socle, un appartement familial quand on est loin, en fait, savoir qu'on a une sécurité, entre guillemets, si on doit revenir rapidement, parce qu'après, il y a des expatriés qui sont dans des pays sûrs, et il y a d'autres pays où il peut y avoir des conflits et des situations géopolitiques compliquées. Donc, du jour au lendemain, on peut être amené à revenir. Il faut vraiment avoir un lieu, en fait, un nid, et ne pas se retrouver sans rien. Ça, c'est le cas le plus courant, et ça peut être aussi le cas où, malheureusement, un couple qui divorce, la femme doit revenir, et effectivement, si elle a déjà un appartement à pied-à-terre ou un investissement locatif, elle peut avoir un toit et de quoi se loger. En fait, c'est de l'anticipation. C'est exactement la même chose que ce que Barbara disait. Il faut anticiper, en fait. Un retour d'expatriation, ça s'anticipe. Donc, et là, on fait le lien avec la sécurité financière. Sécurité financière, et on va en reparler, ça peut être non seulement avoir un bien, mais un bien à soi. Et pas forcément un bien au nom du couple. On va en reparler. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est assez général. Je veux dire, ça s'applique un peu à tout le monde, qu'on soit expatrié ou pas, qu'on soit homme ou femme. C'est les principes de la stratégie immobilière. Déjà, et après, on verra le cas des femmes collaboratrices ou des femmes qui partent de célibataires. On ne va pas parler que des femmes en couple. Mais déjà, si jamais on regarde, on a vu que c'était 30% des femmes en expatriation qui sont des femmes conjoints. Est-ce que c'est un pari intelligent, si jamais je ne peux pas travailler en tant que conjoint dans le pays où je réside pour de nombreuses raisons qu'on ne détaillera pas là, est-ce que c'est un pari intelligent de se spécialiser dans le couple? Il y en a un des deux qui gagne de l'argent par son métier d'expatrié et l'autre qui l'optimise grâce à une stratégie immobilière. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent? Oui, et puis alors c'est vraiment... quand j'ai créé Home Like Home, en fait, je suis partie du postulat que chercher un appartement, c'est un travail à mi-temps. Donc là, en fait, dès que vous commencez à être dans une stratégie immobilière avec des investissements multiples, c'est même plus qu'un travail à mi-temps. Et effectivement, ça peut être des vrais... vous avez des revenus fonciers qui émanent en fait des revenus locatifs et qui représentent un véritable revenu. Donc ça, tout à fait. Et c'est effectivement, il faut avoir du temps. Donc c'est la personne qui ne travaille pas dans un travail classique, on va dire, qui va pouvoir faire cet investissement, enfin ces investissements.
Je vois Barbara Thomas-David qui réagit fortement en vous entendant. Barbara Thomas-David, oui, c'est une bonne idée, cette spécialisation des rôles, mais attention. Elle a des limites. C'est une excellente idée parce que effectivement, monsieur travaille et comme dit à juste titre Christine, c'est un mi-temps que de trouver un appartement et puis ensuite de s'assurer de la gestion. Donc je dirais que ça c'est des façons de vivre, des philosophies de vivre qui peuvent parfaitement convenir à l'un et à l'autre et c'est parfait. Maintenant, derrière, il faut regarder comment c'est bien, comment cette constitution du patrimoine qui va être fait par madame va être répartie en termes de vrai patrimoine. Comment on achète ce bien? Ce bien qui va effectivement être financé par le fruit du travail de monsieur, avec l'aide de madame, comment est-ce qu'on le finance? C'est-à-dire que le risque, ça serait que si jamais il y avait une dissolution du couple, comme c'est l'argent de monsieur, le travail de madame passe à la trappe. Exactement. Alors déjà, il faut s'attacher au régime matrimonial des époux. Je dirais que si les époux ont un régime de communauté de biens et que monsieur travaille et que finalement madame s'occupe de faire fructifier les revenus en les investissant dans un bien immobilier, locatif ou future résidence principale, eh bien, je dirais que l'équilibre, il est là. Parce qu'en communauté, on va dire les salaires de monsieur vont tomber dans la communauté et le bien acheté tombera également dans la communauté, ça veut dire que le bien sera commun. Et là, l'équilibre, il est parfaitement respecté. Mais vous avez aussi des cas où, pour une raison X ou Y, pour une philosophie de vie, vous adoptez un régime de séparation de biens. Ce qui est le cas de beaucoup de couples expatriés. Tout à fait. C'est vrai que des fois, on se dit, on s'expatrie, donc on va faire une séparation de biens pour que les choses soient bien claires. Si effectivement, à partir du moment où vous achetez ce bien, vous l'achetez dans un régime de séparation de biens à hauteur de moitié-moitié ou dans des proportions qui correspondent au financement. Par exemple, madame travaille à mi-temps à l'étranger. Bon, peut être dit, écoute, voilà, on va faire une acquisition dans des proportions qui ne sont pas forcément égales. Est-ce que ça te convient? Il faut parler des choses. Mais à partir du moment où vous êtes en séparation de biens et que tous les revenus de monsieur qui vont être investis par madame, mais dans un bien qui est propre à monsieur, vous imaginez la catastrophe si madame rentre en France et qu'elle se retrouve, certes, avec un très beau patrimoine parce qu'elle l'aura fait fructifier, mais au nom de monsieur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous avez un régime de séparation de biens qui est en adéquation avec ce qui a été fait, mais pas en adéquation avec ce que madame aurait souhaité quand elle rentre en France. Et c'est vrai que je voulais juste parler de la distanciation supplémentaire due à l'expatriation. Lorsque vous vous mariez, vous pensez effectivement contrat, pas contrat. Puis après, vous l'oubliez un peu parce que vous êtes pris par votre vie. Mais ce sujet, il est encore pire en expatriation parce que vous êtes en plus décorrélé du monde français et de l'aspect juridique, qui est l'aspect juridique français, où quand vous êtes en France, vous avez une amie qui vous dit « Ah je viens de me marier sous tel régime, etc. » Quand vous êtes en expatriation, vous êtes encore plus loin et vous êtes encore juridiquement plus loin. Donc, je pense que ça peut encore accélérer les problématiques de dépendance des femmes qui rentrent ensuite en France. Et après, puis on reviendra, on quittera le sujet juste du couple. Mais une dernière question là-dessus. Imaginons un couple en séparation de biens. Est-ce qu'il est possible de dire, tiens, on achète un appartement au nom de madame, avec les revenus de monsieur, en tant que compensation du fait qu'elle n'ait pas de salaire? Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est important d'avoir un bien au nom de madame, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Alors, en fait, tout est compliqué, parce que ce bien qui va être finalement financé par monsieur, et qui va être acheté au nom de madame. En cas de séparation, madame va récupérer le bien parce que sur le papier, elle sera propriétaire du bien. Mais s'il y a un divorce, monsieur va pouvoir rapporter la preuve que l'intégralité du financement a été fait avec des fonds qui lui étaient propres. Et il va dire, voilà, certes le bien est à madame, mais madame me doit une créance égale à la valeur que j'ai financée. Et ça sera à madame d'essayer de rapporter comme elle le peut le fait que c'est une compensation, mais si vous voulez, ça va être lettre morte, parce qu'effectivement, une créance, c'est une créance. Et monsieur refusera d'abandonner cette créance. Et pendant un régime matrimonial, on a un principe, pardon de jargonner un peu, qui est celui de l'immutabilité du régime matrimonial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des petits arrangements pendant qu'on est en séparation de biens. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je suis en séparation de biens, mais allez, je te donne... En fait, ce contrat qu'on va faire, qui est contraire à ce qui est mis dans l'acte de notaire de régime matrimonial,
cette convention, elle est nulle parce que c'est contraire à l'immutabilité des conventions matrimoniales. La seule chose qui prévaut pendant votre vie de couple, c'est votre contrat de mariage. Si vous voulez faire autrement, il faut changer de régime matrimonial. Nous voilà prévenus. On revient à l'immobilier, on oublie les couples, on pense à tout le monde. On pense notamment, par exemple, imaginons vous qui nous écoutez, et vous êtes une femme expatriée qui a un gros job, vous êtes complètement débordée. On a bien dit ce matin que c'était important de s'investir, de travailler son argent, son patrimoine, etc. Mais j'ai pas le temps. Christine Colombel-Pelos, au secours. Qu'est-ce que je fais pour gagner du temps? Je fais appel à un chasseur immobilier parce qu'en fait, le chasseur, enfin en tout cas Home Like Home, va définir le cahier des charges, c'est-à-dire exactement vos besoins. Ensuite, va visiter sur place pour vous et va vous faire tous les reportings, c'est-à-dire tous les comptes rendus de visite. Donc ça, c'est très important parce que ces comptes rendus de visite, nous, on est vos yeux, en fait. On est les yeux de l'acheteur. C'est-à-dire qu'on va visiter un bien immobilier en fonction des souhaits et du cahier des charges qui aura été préalablement défini. Et en fait, on va toujours regarder les défauts et les qualités. Alors, aussi bien de l'appartement, quand il s'agit d'un appartement, on va regarder la copropriété, donc étudier les diagnostics, les procès-verbaux d'assemblée générale, etc. Et quand il s'agit d'une maison, on va faire très attention à la toiture, est-ce que il y a bien un raccordement en bonne et due forme, etc., etc. Donc en fait, nous, notre métier de chasseur, c'est de chercher, de visiter pour vous et de vous alerter dès qu'on voit un produit qui correspond à 90% de vos critères. Donc on vous évite toutes les visites inutiles et on vous fait gagner beaucoup de temps et surtout d'énergie parce que soit vous n'avez même pas à vous déplacer, donc soit vous vous déplacez et vous venez pour confirmer que le bien immobilier correspond exactement à vos attentes. Et en 20 ans d'expérience, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé qu'un client se désiste. Soit même, on peut faire les actes notariés, enfin en tout cas, on peut nous représenter notre client puisqu'on a un mandat de recherche exclusif et on est habilité à représenter notre client chez le notaire pour la signature. Donc on accompagne en fait notre client jusqu'à la vente définitive, jusqu'au jour où il a les clés et on peut même lui recommander des agences pour mettre le bien en location si c'est le but de cet investissement locatif. Alors là, moi qui suis débordée, ça commence à bien m'intéresser, parce que je me dis que ça va me prendre un temps minimal. Bon, si c'est pour la résidence principale, j'imagine qu'on se déplace quand même, mais si c'est pour un investissement locatif, après tout, autant faire confiance aux professionnels. Et vous disiez, nous sommes vos yeux, et bien ce que je vous propose, c'est de voir. Petit voyage de reconnaissance dans le monde de la chasse immobilière, avec la vidéo qui vient maintenant. Notre claim, c'est vraiment visiter de votre fauteuil. Notre service, il est adapté avant tout à des personnes qui n'habitent pas sur place. Un expatrié qui va acheter un appartement, un pied-à-terre, une résidence principale, une résidence secondaire, un investissement locatif. On est 25 actuellement dans l'équipe et chaque personne est spécialiste de la région où elle est, partout en France. Nous, on est vos yeux, on va chercher pour vous, on va regarder partout sur le marché, par agence, particulier, notaire. On a accès à beaucoup de produits en off-market puisque moi, je suis aussi présidente de la Fédération des chasseurs immobiliers. On a accès à énormément de biens immobiliers qui ne sont pas encore diffusés sur le marché. Nous, on va trier l'offre, on va faire les visites pour vous, on va vous faire un compte-rendu de visite, bien entendu, et on va vous appeler uniquement quand on voit le produit qui correspond à 90% de vos critères. Vous venez visiter le produit qui correspond parfaitement à ce que vous recherchez et on vous évite toutes les visites inutiles auparavant. Comment je vais financer mon projet en France? Quels documents je dois fournir? Comment fonctionne un notaire? Je sais très bien quelles anxiétés ils ont. Toutes ces choses-là, on va les couvrir pour eux. C'est très rassurant. Merci beaucoup pour cette illustration. On comprend mieux. Donc ça, j'ai bien compris sur la recherche d'appartements, un chasseur immobilier, ça m'aide à gagner un temps fou si je suis loin et a fortiori si j'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, est-ce qu'il en est de même, Barbara, pour les démarches administratives, constituer un dossier, on voit que Home Like Home peut nous aider, mais c'est quand même encore, quand on habite à l'étranger, une gageure?
Oui, mais je dirais qu'on est des passeurs, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé le bien de vos rêves par un chasseur d'appartements, eh bien ensuite, eh bien, il va y avoir une relation, quand vous êtes à l'étranger, entre ce chasseur d'appartements qui va être validé dans le choix de l'appartement, et puis le notaire qui va être le notaire rédacteur de votre acte d'acquisition. C'est-à-dire on va reprendre là où Home Like Home aura arrêté ses démarches, on va reprendre tout l'aspect juridique et on va donc poursuivre sur tout l'aspect juridique du dossier pour voir si, avec le notaire du vendeur, pour voir si on a un dossier carré. Effectivement, vous pouvez avoir un appartement magnifique qui va, on va dire, remplir 90% des critères, et puis après, un gros problème juridique. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir, par exemple, qu'il y aura eu une annexion de parties communes, que l'appartement, l'origine de propriété n'est pas complète. Vous pouvez avoir tout un tas de problèmes juridiques, et on est là généralement pour les solutionner et trouver une solution pour que cet appartement qui vous plaît, il rentre dans les cases juridiques et vous puissiez acheter en toute sérénité juridique le bien de vos rêves. Et là, on a intérêt, quand on habite à l'étranger, à avoir un bon notaire qu'on ne soit pas obligé de relancer. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de visio avec nos clients à l'étranger. On parle de l'aspect juridique du bien et aussi de l'aspect juridique, de la façon dont on va l'acheter quand on est en couple. On parlait de ça puisqu'on est encore aujourd'hui journée des droits des femmes. Est-ce que le bien, il est bien sécurisé juridiquement et est-ce que vous êtes bien également sécurisé juridiquement? On voit vraiment les deux côtés. On voit les choses dans une version holistique, c'est-à-dire qu'on voit et le bien et la personne. Merci. Et alors vous parlez aspect juridique, aspect immobilier. Chez Femmes Expat, on aime bien les aspects coaching, psycho et psy. Bien sûr. Et donc, une question que j'avais pour vous, toutes les deux, mesdames. Est-ce que quand vous voyez des hommes ou des femmes acheter un bien à l'étranger, est-ce qu'il y a des différences de comportement entre les deux? Énorme. Si je peux répondre, en fait, c'est très drôle, c'est que en fait, l'achat immobilier, qui a le dernier mot, de toute façon, c'est en principe la femme. Et quand on définit le cahier des charges et qu'on voit, c'est rigolo parce qu'on voit certains couples qui ne sont pas tout à fait d'accord, qui n'ont pas exactement les mêmes goûts. Et on voit tout de suite qui dans le couple, de toute façon, sera décisionnaire. Et je peux vous dire que dans plus de 60% des cas, même 63% des cas, selon les agents immobiliers, c'est la femme qui décide. En tout cas, ce sont les critères de la femme qui l'emporte. Donc nous, en tant que chasseurs, on fait très attention à ça. Et il y a d'autres critères qui vont être très importants, c'est-à-dire on ne se contente pas du bien immobilier en lui-même, on regarde tout ce qui va autour. Donc est-ce qu'il y a une bonne école, un lycée, si effectivement il y a un retour d'expatriation avec des enfants qui sont encore scolarisés, on fait très attention à l'environnement en fait. Et même chose pour une résidence secondaire, est-ce qu'il y a une gare qui va permettre l'arrivée des enfants, c'est-à-dire que si vous achetez une résidence secondaire et que vous êtes isolé, que personne vient vous voir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc si vous revenez en France en fait pour passer l'été, ce qui est beaucoup le cas d'expatriés souvent, ils ont envie que ça soit un lieu une résidence, un lieu de passage où tous les amis viennent les voir parce que c'est le seul moment où ils peuvent se retrouver. Mais le nid, en fait, la maison, c'est un nid et effectivement, c'est très féminin. Et d'ailleurs, chez Home Like Home, on est rose, on a un code couleur rose et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et notre logo, c'est aussi un œuf. Donc tout est lié. Oui, on est bien chez Femmes Expat là. Je veux dire qu'on retrouve les codes. Donc ça, c'était les petits secrets de Home Like Home. Barbara, Thomas, David, différence homme-femme dans les stratégies immobilières, vous les constatez aussi? Oui. Alors, donc, nous, on n'est pas dans cet aspect psychologique parce que quand les gens viennent chez nous, ils ont déjà fait leur choix. Donc, ils sont déjà passés par les mains de Christine. Et nous, on voit le bien arriver, mais dans sa version plus froide et plus juridique. Et là, c'est vrai que souvent, l'homme, il va reprendre la main en disant, bon, ok, vous avez vu les diagrammes que vous nous avez montrés tout à l'heure. L'homme veut reprendre le pouvoir sur l'aspect juridique. Et l'aspect juridique, effectivement, c'est un aspect qui reste assez masculin. La femme, elle a choisi le bien, elle a choisi son nid, elle est contente. Et donc là, l'homme dit, attention, bon, je l'ai laissé choisir, effectivement, mais le patrimoine, c'est moi. Parce que
encore dans l'inconscient masculin, perdre le patrimoine, c'est perdre le pouvoir. Donc là, je dirais que les choses rechangent et quand on appelle le notaire, c'est souvent monsieur qui appelle et c'est là où effectivement nous on a des petites alertes et on dit attention, mais vous l'achetez comment ce bien, quel est votre régime matrimonial, comment vous souhaitez faire les choses. Donc vous voyez, c'est tout l'intérêt là, j'aime bien que vous me posiez cette question, c'est tout l'intérêt de notre association Notaire au féminin, c'est de dire attention. Effectivement, vous avez fait que la moitié du voyage quand vous avez trouvé votre appartement, votre maison de rêve, principale ou secondaire. Maintenant, il s'agit de sécuriser les choses et que ce nid, cet œuf, ça le soit vraiment, que ça ne soit pas juste, on va dire, de la poudre aux yeux et que le jour où il y a une séparation, eh bien, ce bien, il soit dans le patrimoine de monsieur. Donc, l'idée, c'est effectivement d'alerter et de dire attention, votre indépendance économique, c'est également votre indépendance sur le patrimoine immobilier. Ce n'est pas uniquement le compte bancaire. C'est vrai que vous avez des femmes qui disent bon, bah, on a un compte bancaire commun, tout va bien. Bah non. Bah non, le compte bancaire, il est commun, mais il y a un compte au nom de monsieur et c'est du compte de monsieur que va partir le financement pour un bien immobilier qui sera son bien immobilier. Donc là, vraiment, il faut ne pas hésiter à interroger son notaire, même en visio. Moi, je fais très souvent avec des femmes en France ou à l'étranger, des visios, et on parle sereinement de la façon dont on va mettre ce patrimoine immobilier en musique. Donc j'ai voulu repartir sur des aspects plus juridiques et nous voir ramener à du droit. On ne refera pas les notaires, mais c'est super important. Merci beaucoup, Barbara. On revient à la stratégie immobilière. Donc on s'est dit, on voit pourquoi, à quel moment de vie et pourquoi acheter un bien. On l'achète où? On l'achète en France ou est-ce que ça peut être intéressant, je pose la question à toutes les deux, d'acheter à l'étranger? Alors, Home Like Home, on est en France et alors on s'est développé en fait un petit peu partout au niveau national, puisque moi quand j'ai lancé Home Like Home, j'étais vraiment que sur Paris et la région parisienne et en fait on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus d'appétence pour la province et notamment pour des petites villes pas forcément connues parce qu'en dehors de Lyon, Bordeaux, Marseille, il y a d'autres villes qui existent. Donc on achète en tout cas à Paris, c'est certain quand on cherche un pied-à-terre et un appartement hybride en fait qui puisse servir aussi pour les études des enfants, ça c'est souvent Paris. Mais après, ce que je vous disais, ça peut être aussi une résidence secondaire qui est en Normandie, dans le Perche, en Bretagne, à Aix-en-Provence, en tout cas un endroit où les personnes puissent se retrouver en famille et entre amis. Et même chose, nous, Home Like Home, on fait très attention en fait à tout ce qui est service et dans certaines régions, on a développé aussi un service de conciergerie parce que quand vous achetez une maison, ce qui est aussi important, c'est d'une part avoir le suivi de travaux quand vous l'achetez et puis après voir que tout fonctionne. C'est-à-dire que si vous arrivez que la chaudière ne marche pas, que la piscine a une fuite, etc., ça perd un petit peu de son intérêt et vous voyez plus du tout votre maison du même œil. Donc c'est aussi important de pouvoir faire appel à un chasseur immobilier qui va aller plus loin que le simple service de chasse. Et après, au niveau international, justement, Home Like Home va ouvrir une antenne à Madrid prochainement. Donc ça, c'est work in progress et on est en train de se développer parce que il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France. Barbara, en tant que notaire, vous avez quelle vision sur investir plutôt en France ou plutôt à l'étranger? Alors, en termes de stratégie patrimoniale, tout dépend de votre philosophie de vie. Moi, j'ai des alertes, encore une fois, en tant que juriste. Quand vous achetez en France, votre bien, il va avoir la destination propre, commun, que vous allez lui donner avec le conseil de votre notaire. Quand vous allez acheter à l'étranger, même si votre contrat de mariage il s'applique à l'étranger, ce qui n'est pas toujours le cas, vous allez avoir un bien qui va finalement suivre, c'est ce qu'il faut retenir, souvent la législation du pays dans lequel vous l'achetez et qui peut être en parfaite opposition avec votre contrat de mariage, même si le couple est d'accord avec une philosophie de vie.
la loi du pays peut être en opposition avec ça. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut vraiment avoir le conseil d'un expert lorsque vous achetez le bien. Parce que vous avez des lois spécifiques dans des pays. Alors, quand vous êtes dans la communauté européenne, c'est plus simple. Mais dès que vous sortez de la communauté européenne, vous avez des règles qui peuvent être extrêmement compliquées. Lorsque vous revendez le bien, est-ce que vous allez pouvoir sortir les devises? Enfin, il y a tout un tas de sujets. Moi, vraiment, je conseille à chaque fois, lorsqu'on achète un bien à l'étranger, d'aller voir un notaire. Et s'il n'y a pas de notaire, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de notaire, d'aller voir l'homme ou la femme de droit du pays en question, l'avocat par exemple, qui va vous expliquer les conséquences de cette acquisition. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour reparler des droits des femmes, vous pouvez avoir un bien qui est acheté au nom du couple. Si madame quitte le pays et que monsieur veut le vendre, je ne peux pas, moi, en tant que notaire français, vous garantir que monsieur ne va pas pouvoir le vendre tout seul parce que vous êtes dans un pays où, eh bien, le droit, pardon de le dire ainsi, mais le droit des hommes permet à un homme de signer seul, même un bien acheté en indivision. Et puis, cette femme qui sera rentrée en France aura toutes les peines du monde à pouvoir récupérer son patrimoine. Donc là, vraiment, double warning pour le couple, en général, lorsqu'il achète. Et ensuite, attention pour récupérer son argent lorsque vous vous séparez. Et même en dehors de la séparation, je crois. Il peut y avoir des pays dans lesquels il va être extrêmement difficile de revendre son bien, n'est-ce pas, Christine? Exactement, c'est ce que j'allais compléter les propos de Barbara en disant, on est quand même dans un pays, dans un pays de droit où on a quand même une certaine sécurité. On n'a pas un contexte géopolitique qui est en tout cas qui est compliqué en France. Et dès qu'on achète dans des pays étrangers qui peuvent effectivement être beaucoup plus exotiques, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc si on veut sécuriser, en tout cas si on veut sécuriser son patrimoine et sécuriser ses placements, c'est certain que la France reste le pays de choix pour un investissement immobilier, c'est clair. Alors j'imagine que ceux qui nous écoutent ont des réactions extrêmement diverses, entre certains qui sont très centrés France et qui disent « Ah oui, ça c'est sûr, au moins la France est un pays sûr », d'autres qui sont partis depuis plus longtemps, qui ont une relation. Et puis tout dépend des pays d'accueil dans lesquels vous êtes. Certains vont dire « Moi aux États-Unis, j'ai pas de problème », et d'autres vont dire « Moi dans tel pays en développement et beaucoup plus instable, je vois bien, et même il y a beaucoup de ressortissants de leur pays d'accueil qui investissent plutôt en France. » Que dans leur pays d'origine. Donc voilà, ça dépend vraiment, je pense, de là où on habite. On continue à décortiquer la stratégie. Donc on a vu qu'on pouvait acheter en France ou pas, et puis en France un peu partout, selon notre projet. Évidemment, quand on parle stratégie, en ce moment, on parle taux. Baisse progressive des taux d'intérêt, mais baisse et surtout marché atone sur le marché français. Christine Colombel-Polmos, c'est le moment d'investir ou pas? Ah, ça c'est la grande question. C'est celle que tout le monde nous pose. C'est celle que tout le monde nous pose. En fait, ce qui est important, c'est toujours nous, notre claim, c'est vraiment de faire acheter un produit qui soit liquide. Donc quand on dit produit liquide, c'est-à-dire que quelle que soit la conjoncture, quel que soit le marché, vous pouvez revendre votre appartement ou votre maison facilement. Donc effectivement, on peut dénicher des biens immobiliers qui vont être moins chers parce que atypiques, des souplex, des derniers étages sans ascenseur, etc. Mais qui seront beaucoup moins faciles à revendre. Donc c'est nous ce qu'on vise avant tout pour nos clients. Notre but, c'est vraiment de faire acheter un produit qui soit sécurisé. Après, oui, si vous achetez un bon produit au bon prix, alors l'avantage du marché actuellement, c'est qu'on peut négocier ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Donc on est plutôt enclin à la négociation et les taux ont remonté, certes, mais des taux d'intérêt à 4%, c'est tout à fait logique dans un schéma économique classique. Des taux à 0,5-1% comme on a connu, ça n'a pas de sens économiquement parlant. On a bien vu qu'il y avait en tout cas une grosse difficulté au niveau des banques qui ont complètement fermé les robinets pour l'octroi de prêts en 2023. Il y a eu plus de 60% de refus de prêts quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En tout cas, c'est certain que le climat actuel vous permet de négocier plus facilement. Les taux d'intérêt sont à 4%, ce qui est à peu près ce qui est des taux d'intérêt tout à fait logiques et rien d'exceptionnel.
Donc oui, c'est le moment d'acheter quand on sait où acheter et surtout quand on a bien validé sa stratégie en amont, c'est-à-dire investissement, revenu ou pied-à-terre. Et sachant que même s'il s'agit d'une maison en province, tout se loue et voilà. Merci. Et voilà, Barbara, sur cet état du marché, quelle est votre vision de notaire? Alors, donc, moi, je rejoins parfaitement ce que dit Christine. Il faut acheter un bien liquide. Un bien liquide, on pourrait traduire ça par un bien, on va dire, entre guillemets, zéro défaut. C'est-à-dire qu'un bien qui est finalement, un bien qui est facilement revendable parce qu'il n'a pas un défaut important. Après, à partir du moment où vous rentrez dans le marché immobilier, il faut que vous rentriez dans le marché immobilier pour la valeur vénale du bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut regarder le marché et acheter un bien liquide et un bien qui correspond au marché du moment. Parce que sinon, c'est jamais le moment, hein. Donc, quand vous avez ces deux critères, effectivement, après, vous avez une troisième possibilité qui est effectivement ce volant de négociation qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas effectivement il y a encore 2 ou 3 ans. Parce que vous avez, en fait, à Paris, actuellement, vous avez à peu près moins 6,5 sur un an, hein, de baisse des prix. Mais vous avez plus de 30% de transactions en moins. Donc, une baisse légère des prix et un volume de transactions, par contre, beaucoup moins important. Donc, c'est un marché figé en ce moment. C'est un marché en attente. C'est un marché en attente, mais si le vendeur est suffisamment raisonnable pour accepter ce petit volant de négociation, ben vous pouvez finalement rentrer dans le marché immobilier. Et puis après, il y a cette histoire de crédit, effectivement, avec ces taux extrêmement attractif, où l'argent ne coûtait rien parce que les banques se refinançaient à encore moins cher, qui était finalement quelque chose de parfaitement artificiel, hein, comme le disait Christine tout à l'heure. Donc, on est revenu à des taux qui sont plus des taux du marché. Ce qui est plus embêtant, et là aussi vous le disiez Christine tout à l'heure, c'est que les banques refusent, bloquent même à 4%, avec un dossier qui est pas mal, refusent souvent de prêter. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des modes alternatifs, il faut le dire, de financement quand vous vous rendez compte que même si vous avez un dossier pas mal, la banque, elle ne va pas vous prêter. Donc, effectivement, il faut regarder souvent, vous pouvez avoir des modes alternatifs, le prêt familial. On n'en parle pas suffisamment. Effectivement, vous avez des gens qui ne souhaitent pas donner à leurs enfants parce qu'ils ont d'autres enfants, parce que pour des raisons philosophiques, ils n'ont pas envie de se priver irrévocablement de sommes d'argent. Mais vous pouvez très bien décider de prêter de l'argent à vos enfants. C'est possible avec un taux qui, pourquoi pas, pourrait être le taux de la banque ou un crédit à taux zéro. Après, c'est à voir, mais vous pouvez effectivement vous tourner vers votre famille, toujours avec les garde-fous qu'on a vus tout à l'heure, en respectant un financement qui correspond au pourcentage de ce que vous allez acheter quand vous êtes en couple, hein. Mais vous pouvez effectivement avoir cette aide familiale qui va vous permettre d'acheter le bien immobilier de vos rêves et pourquoi pas aussi acheter en famille, hein. Quand vous achetez un bien qui est un bien locatif, alors une résidence secondaire, c'est vrai qu'on se dit attention, nous notaires on dit attention, ça peut être source de conflit. Vous achetez avec votre frère, votre soeur, bon, peut être compliqué. Mais un bien locatif, rien ne vous empêche d'acheter ce bien locatif qui va être mis en location avec votre frère, votre sœur, qui peut être en expatriation aussi, ou qui peut être en France et qui peut effectivement s'occuper de la gestion du bien, en disant voilà, moi je suis à l'étranger, mais je voudrais me constituer un petit patrimoine en France, je ne peux pas toute seule, eh bien je recours à l'aide familiale ou finalement on achète en indivision un bien qui ne serait pas susceptible de conflit. Et on peut même en acheter plusieurs. Et on peut en acheter plusieurs dans le même immeuble et les mettre en colocation et faire exactement. Et il y a des beaux projets à faire. Quand on est expatrié, par rapport à une banque, on a plus ou moins de chance. Vous qui voyez beaucoup d'expatriés, Christine. Alors l'année dernière, c'était très compliqué pour les expatriés. Ça a été vraiment, là je vous le dis très franchement, je pense que les banques ont complètement fermer le robinet des emprunts et là ça y est, elles se sont rendues compte que voilà, il fallait à nouveau prêter aux expatriés. Donc nous on travaille avec des courtiers en tout cas qui sont spécialisés pour les prêts pour les expatriés parce que c'est pas la même constitution du dossier et il faut vraiment faire attention déjà du pays, de quel pays vous venez et constituer le dossier le plus de façon très pragmatique en fait. Mais oui, nous on travaille avec des courtiers en amont.
Donc, si jamais vous avez des questions, parce que alors là, on va vite rentrer dans des questions extrêmement spécifiques, vous aurez les contacts, évidemment, de Christine et Barbara par la suite pour vérifier si jamais le pays que vous habitez est plus ou moins bien vu et par quel type de courtier il faut passer, ou de banque. 2 questions sur les délais que je vous pose en même temps. À quel moment de vie est-ce qu'il est le plus intéressant d'acheter? Est-ce qu'il y a un moment de vie qui est particulièrement recommandé? Et combien de temps ça prend de mener un dossier immobilier depuis la prospection jusqu'à la signature? Alors, moment de vie, tu veux peut-être que je une réponde question pour... Comment Alors, je compléterai. Je réponds. Moment de vie, en fait, en immobilier, moi je trouve qu'il y a une règle, plus on rentre tôt dans le marché immobilier, mieux c'est. Donc en fait, même on achète un petit studio, on le revend, on rachète plus grand, etc. etc. En fait, c'est l'effet boule de neige. En fait, il ne faut pas attendre 50 ans en se disant bah, je vais acheter mon premier appartement à 50 ans parce qu'en fait, on a loupé. Et comme le disait Barbara, c'est jamais le bon moment en fait. Vous achetez, c'est trop cher. Vous achetez, les banques ne prêtent pas. Vous achetez, vous ne savez pas si vous allez acheter au bon prix, etc. Donc, vous faire accompagner par un chasseur immobilier, par un expert immobilier tel qu'on l'est, ça c'est très important parce que vous avez besoin de conseils et que vous n'habitez en plus pas sur place. Et ensuite, plus on rentre tôt dans le marché immobilier, mieux c'est. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, nous en moyenne sur le délai, on dit 3 mois de recherche, 3 mois de signature, sachant que les dossiers chez les notaires, on a eu un peu d'embouteillage post-Covid. Là, ça va mieux, mais c'est quand même beaucoup plus long qu'avant depuis la loi Allure de Madame Duflot qui a beaucoup complexifié le travail des notaires en fait. Donc si je veux rentrer en France au mois de juillet, là c'est déjà là c'est un peu tard là, ou alors il faut vraiment, ça peut être le premier qu'on visite qui est le bon produit, mais en principe on dit 3 mois de recherche, 3 mois de signature. Même avec Home Like Home? Même avec Home Like Home parce qu'on n'est pas des magiciens. Merci, c'est une réponse importante. Barbara, vous voulez compléter Écoutez, non, moi j'ai effectivement, sur le premier sujet, c'est exactement ça. Plus tôt on rentre dans le marché immobilier, plus tôt on va suivre l'évolution immobilière. C'est vrai que si à 50 ans vous voulez acheter dans une ville, dans une capitale comme Paris, qui reste une capitale très chère, un appartement de 100 mètres carrés à 50 ans, si vous n'êtes pas rentré jeune dans le marché immobilier, vous allez, même si vous gagnez bien votre vie, vous allez avoir toutes les peines du monde à pouvoir avoir l'appartement de votre rêve. Alors que si vous commencez petit à petit, vous allez pouvoir faire des sauts de puce et acheter plus grand et mieux. Et effectivement, voilà, il faut rentrer tôt dans le marché immobilier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, au niveau des délais, oui, effectivement, moi, je parle plutôt des délais juridiques. C'est un délai juridique qui est un délai de 3 mois. Et effectivement, maintenant, avec les lois nouvelles qui ont compliqué les choses, c'est le moment de la signature de la promesse de vente qui va prendre le plus de temps, puisque les recherches qu'on faisait avant entre la promesse de vente et la vente, on les fait en amont de la signature de la promesse de vente pour que l'acquéreur, et c'était la volonté de cette loi, ait toutes les cartes en main au moment où il signe la promesse de vente et qu'il n'ait pas finalement de mauvaises surprises entre la promesse de vente et la vente. Merci mesdames, je pense que ça donne pour les expatriés qui nous écoutent des bons petits rafraîchissements sur le marché français et ça évite ce syndrome qu'on voit quand même très souvent, trop souvent, d'expatriés qui rentrent à 40-50 ans et qui disent en fait l'écart entre nos amis qui n'ont pas bougé et nous, on a gagné de l'argent en expatriation. Mais finalement, les autres sont propriétaires, ce que nous, on n'a pas fait. Et finalement, en termes de revenus, on a peut-être des revenus plus confortables, mais en termes de patrimoine, les autres ont pris de l'avance. Donc, je pense qu'avec ces conseils, mesdames expatriées, prenez en main votre stratégie immobilière pour ne pas vous retrouver dans une situation difficile. Avant d'en venir à votre mot de la fin, de toute façon, Barbara Thomas-David, elle l'a déjà dit. Pour commencer, elle a dit anticiper. Donc, je ne sais pas si elle va nous trouver un autre mot de la fin. En attendant, on a des questions. On a des gens qui voudraient en savoir plus sur le statut de SCI. Statut de SCI, femme expatriation. Mesdames, qu'est-ce qu'on répond? Alors, s'il y a bien une chose à retenir en matière de SCI, c'est que la SCI, ce n'est pas le truc magique. SCI, Société Civile Immobilière. Parce que tout le monde c'est pas le truc magique pour payer moins d'impôts. C'est une certitude.
Le principe de la SCI, c'est qu'elle va vous permettre de dissocier l'avoir et le pouvoir. C'est-à-dire que l'avoir, c'est propriété de la SCI dans les proportions que chaque actionnaire associé de la SCI aura. Le pouvoir, ça peut être un seul associé qui aura le pouvoir. Donc en fait, le but de la SCI, c'est de permettre à une ou deux personnes dans la société de gérer l'intégralité du patrimoine qui peut être, par exemple, entre les parents et les enfants. Vous pouvez très bien dire, bon ben voilà, on est dans une optique de transmission, on va acheter un ou plusieurs appartements, on va les mettre dans cette SCI et on va commencer à transmettre à nos enfants, petit à petit, ces appartements qu'on aura achetés. Mais par contre, nous, on veut garder le pouvoir. On veut pouvoir avoir la possibilité, si on a envie d'en vendre un, de ne pas avoir à demander à nos enfants. On veut pouvoir continuer à gérer ce patrimoine. En fait, la société, elle va permettre une gestion fluidifiée de tout votre patrimoine. Là où si vous achetez en direct avec vos enfants, ou avec en couple, ça va permettre à l'un de conserver le pouvoir. Voilà, c'est le grand intérêt de la SCI. Mais pensez pouvoir gagner, c'est un peu quelque chose qui je dirais, maintenant est dévoyé. Acheter en SCI en pensant qu'on va faire des grosses économies, c'est faux. Et en revanche, je pense qu'il y a ça aussi derrière cette question, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les femmes expatriées. Oui. Est-ce qu'il est possible de se dire, on va acheter un appartement, je vais être gérante oui. de la SCI, et comme ça, on parlait retraite tout à l'heure, constituer aussi des droits à la retraite? Oui, c'est tout à fait possible, mais ça, vous allez pouvoir comment dirais-je, sans on va dire la différenciation avec la SCI, vous allez pouvoir le faire en direct aussi. Exactement. Il n'y a pas besoin de la SCI pour ça? Non, vous achetez plusieurs appartements et en fait, vous êtes en statut LMNP. Alors après, ça dépend. Oui. Ça dépend surtout si vous avez des revenus en France ou pas, parce que tout dépend de ça, mais c'est pas obligatoirement effectivement une SCI. Enfin, il y a plein. Après, c'est vraiment un montage qui est à faire en fonction du pays, surtout où vous êtes, où vous avez vos revenus. On va vite en revenir à des questions. Attention, en plus de ça, quand vous achetez meublé et vous faites de l'amortissement, vous ne pouvez pas acheter en SCI, sinon vous perdez tout le bénéfice du process. Donc là, vraiment, il faut absolument consulter son notaire et son expert comptable lorsque on veut faire des montages un peu plus compliqués. Bon, ça donne envie. De toute façon, on a dit qu'il fallait s'intéresser et développer sa culture financière. C'est ce qu'on fait avec vous. Une dernière question ultra rapide. Il y a quelqu'un qui nous demande, Christine Pelos, quel est le pourcentage que prend Home Like Home sur une visite? Ils ont peut-être déjà un coup de fil à vous passer. Alors, sur une vente. Nous, on prend un pourcentage qui est de 2,9% et qui est dégressif jusqu'à 1% en fait, selon la valeur du bien. Alors effectivement, on se rajoute, c'est un coût, un chasseur immobilier, c'est un coût, mais en fait, on vous fait gagner beaucoup de temps. Le temps, c'est de l'argent. On vous évite les visites inutiles, les déplacements, et c'est surtout que on peut négocier et on sait négocier parce qu'on sait exactement la valeur auquel il faut acheter le bien en fait. Et même chose, la vision sur les travaux qui est très importante, c'est-à-dire que vous allez arriver dans un appartement qui avec un peu un effet waouh. Attention, est-ce que on n'a pas repeint et que derrière l'électricité en fait est à refaire, voilà. Donc il faut vraiment tout regarder à la loupe. Merci beaucoup, mesdames. C'était passionnant. Et là encore, ça donne envie de passer à l'action et de prendre en main son destin patrimonial. Merci et à bientôt. Et merci beaucoup. Vos coordonnées s'affichent à l'écran. À bientôt. Merci beaucoup.